félicitations. C'est vrai que c'est une bonne question. Et très honnêtement, quand on fait une keynote, on fait le plus simple. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire. Et quand on est dirigeant d'entreprise, il y a un principe de réalité qui est qu'une fois qu'on a quitté l'estrade, la keynote, et qu'on remet les mains dans le cambouis, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas moins d'énergie. Vous racontez un peu, derrière Human Inside, que l'on a voulu déployer chez Orange depuis 2017 avec Stéphane Richard, c'est aussi vous raconter l'histoire d'une entreprise. Parce que moi, je pense que tout ce qu'on a raconté ce matin ne peut pas être décorrélé de l'histoire de l'entreprise, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec au final ce qu'elle a affronté. Et quand on repart sur l'histoire d'Orange, nous, c'est une histoire évidemment qui est un peu particulière. D'abord parce qu'en tant qu'opérateur de réseau, de télécom, nous sommes le premier opérateur et nous sommes le premier acteur à au final disrupter le monde. Nous sommes à l'origine de cette révolution numérique de par les réseaux que l'on déploie. Et parallèlement, nous avons été peut-être parmi les premiers à être disruptés et à subir de plein fouet au final ce que la transformation numérique, ce que la révolution numérique est en train d'emmener dans nos vies quotidiennes, dans les entreprises, dans l'économie, dans les pouvoirs publics, à peu près partout. Donc c'est un sujet sur lequel au final on a réfléchi très tôt et pour 3 grandes raisons. La première, d'abord, parce que l'histoire d'Orange, c'est d'abord une histoire atypique qui est la rencontre de 3 entreprises, et on l'oublie toujours, et de 3 cultures, et des cultures différentes qui se sont affrontées. Wanadu, qui a créé l'Internet, pour ceux qui s'en souviennent, Philippe s'en souvient. Orange Mobile, qui venait dans l'Angleterre, qui est une marque aussi que nous avons rachetée, qui est née en 1994 avec un ADN extrêmement fort, un ADN de l'humain d'abord, avant la technologie. Et puis la rencontre d'un opérateur historique, France Télécom, qui a lui aussi une histoire. De ces 3 histoires, on a essayé de garder le meilleur et on a essayé de construire une entreprise qui s'appelle Orange, en ne perdant pas de vue le côté entrepreneurial, en ne perdant pas de vue l'humain qui était au cœur de la stratégie d'Orange et en gardant aussi l'ADN de service public d'un opérateur historique parce que c'est aussi une force aujourd'hui. C'est ces 3 éléments-là qui ont construit notre histoire, avec aussi, et il faut le dire, une crise sociale majeure qu'on a vécue il y a 10 ans, au moment où cette révolution numérique nous a échappé, et qui nous a permis au final aussi de nous reconstruire depuis 10 ans, et d'être aujourd'hui sans doute avec un regard à la fois très convaincu, mais aussi très humble de ce que veut dire au final essayer d'embarquer ce monde et de le transformer. Et moi, je vais peut-être essayer de vous dire, au final, comment nous, on essaye de matérialiser cette vision-là dans la gestion de l'entreprise, dans notre époque, avec notre ADN, avec notre histoire, avec aussi la problématique du business model que vous avez mis sur la table, qui est quand même difficile, parce que les entreprises ont aussi vocation à générer de la rentabilité, parce que derrière, il y a de l'emploi. Il ne faut pas non plus l'oublier, et ce n'est pas toujours le cas dans les télécoms. Donc voilà, ce n'est pas très simple. Pour moi, il y a peut-être 3 grands sujets. Il y en a beaucoup, mais il y en a 3 que j'avais envie de partager avec vous. Le premier, et il a été un peu effleuré tout à l'heure, c'est celui au final de partir de son corps social et de ses équipes. Et je pense que essayer d'être une entreprise qui a une vocation Tech for Good, c'est d'abord partir de ses équipes. Et partir de ses équipes en les accompagnant, en donnant du sens. On redécouvre le sens, et nous on le redécouvre plus que quiconque, parce que la crise qu'on a vécue, elle a été liée à la perte de sens. Donc depuis 2010, on a reconstruit une entreprise avec le sens au cœur de toutes nos actions. La première, elle a été déjà de faire un choix totalement orthogonal à la plupart des entreprises en 2010, c'est-à-dire de localiser la responsabilité, de décentraliser une entreprise qui avait une tendance centralisatrice extrêmement forte et de se dire au final, donner du sens. Quand on a 70 000 salariés chez Orange France, 90 000 en France, c'est de se dire que chacun qui est face aux clients, partout sur les territoires, a du sens dans le travail qu'il fait tous les jours. Donc, localiser la responsabilité, localiser nos organisations, ce qui n'est pas simple, et au final, rendre à chacun le rôle, la mission qu'il doit avoir et le sens de son travail tous les jours. Et ça, c'est pour nous peut-être le plus compliqué, mais c'est la base d'abord de notre travail. Le deuxième, ça a été évidemment aussi d'intégrer des méthodes de travail différentes, des modes de fonctionnement, d'intégrer le mode agile. Aujourd'hui, Orange est en pleine transformation sur ce mode agile. Pourquoi ? Parce que oui, il permet d'être plus rapide, d'être time to market, mais il permet surtout plus de satisfaction client, parce qu'il permet de désilotiser, ce qui est le drame de toutes les grandes entreprises, et la nôtre comme beaucoup, parce qu'au final, les organisations, elles aiment mettre dans des boîtes parce que c'est plus simple, alors que souvent aujourd'hui, la révolution numérique, elle aime au contraire, elle, abattre les cloisons et faire travailler en mode collectif. Donc, changer nos modes de fonctionnement, changer le mode de travail, intégrer du mode agile. Et aujourd'hui, on a 82% de nos équipes, on a
peu près de 1000 personnes qui travaillent en mode agile, sont plus satisfaites de ces modes de fonctionnement-là que ceux du passé. Mais là aussi, c'est une transformation. Autre levier, ça a été aussi pour nous, et ça a été une chance, de par notre histoire et notre évolution démographique, beaucoup de départs en retraite, la capacité de beaucoup recruter. 20 000 jeunes ces dernières années. Et à travers ces recrutements, on en a profité évidemment pour s'ouvrir, pour créer plus de diversité dans un corps social qui était peut-être un peu plus monolithique que les autres entreprises. La diversité, c'est la diversité des parcours, la diversité des histoires, la diversité des cultures, la diversité des regards, qui nous permet aussi aujourd'hui d'être challengés à l'intérieur par la diversité de ces regards, par les jeunes générations qui sont arrivées. Là, c'est 20 000 qui poussent les lignes, qui poussent les murs, qui nous expriment des choses très claires, et notamment, effectivement, que globalement, ils ne veulent pas d'une entreprise dans laquelle ils ne croient pas, ils ne veulent pas une entreprise qui ne sera pas transparente, une entreprise qui annonce des choses et fait autre chose. Et je peux vous dire que régulièrement, que ce soit Stéphane Richard ou moi-même, ils nous rappellent à l'ordre, dès lors qu'on est en dissonance, et pas uniquement cognitive, entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et globalement, ça, c'est un vrai sujet, mais c'est aussi une force d'avoir pu faire ça et de pouvoir continuer de le faire pour arriver à intégrer ces éléments-là. Et puis, on a aussi capitalisé sur une de nos forces, et là aussi, on repart de notre histoire, qui est au final que dans l'histoire d'Orange, il y a le bénévolat de la part de nos salariés fortement ancré dans notre histoire. En France, sur les 90 000 salariés, 8 000 bénévoles dans le monde associatif. Secours populaire, Force Femmes, Énergie Jeune. Ça, c'est une force pour nous et c'est une force sur laquelle on capitalise aussi. L'entreprise donne du temps, mais on capitalise dessus aussi pour écrire une nouvelle histoire et essayer de ramener du sens et peut-être de repositionner le sens de l'entreprise que nous avons. Ça, c'est pour moi d'abord partir de nos forces, de notre corps social et écrire l'histoire de l'entreprise de demain qui est disruptée dans son business model, qui est disruptée aussi par rapport à un certain nombre de sujets et qui continuera de l'être, notamment avec la data, l'IA, qui va continuer au final de nous bousculer et on en a encore pour une bonne dizaine ou vingtaine d'années. Le deuxième grand enjeu qu'on a pris et le deuxième grand levier sur lequel on travaille, c'était au final de se dire si on est une entreprise comme Orange, on a une chance folle, même si évidemment tous nos clients ne sont pas satisfaits, mais quand on en a des dizaines de millions, c'est toujours un peu compliqué, on a la confiance des clients et la marque Orange a une confiance extrêmement forte. Et donc qu'est-ce qu'on fait de cette confiance-là ? Et on a choisi de travailler deux axes qui nous paraissent forts et on les travaille non pas depuis quelques mois mais depuis 10 ans. Deux axes qui aujourd'hui rejoignent au final les sujets sociétaux et on s'en réjouit, même si au final on aurait aimé qu'ils soient réglés. Un qui est effectivement la question de l'inclusion ou de l'exclusion et deux, la question de l'empreinte environnementale. Sur la notion d'inclusion ou d'exclusion, moi la vision que j'ai, elle est très claire. Il y a, quand on est un opérateur de télécom, 3 risques et 3 zones d'exclusion. Un, effectivement, les réseaux. Et aujourd'hui, c'est encore 6% de la population française qui sont exclus sur le très haut débit. Mais, très honnêtement, en France particulièrement, et moi j'aime à le répéter, même si ça va à contre-courant de ce qui est dit partout, je suis désolée, nous sommes parmi les pays les plus couverts et qui accélèrent. Le déploiement de la fibre se fera en moins de 10 ans, à marche accélérée. Aujourd'hui, Orange raccorde 10 000 foyers tous les jours. 10 000 foyers tous les jours, c'est un foyer toutes les 2 secondes qui est raccordé en France à la fibre, en ce moment. Et il n'y a pas qu'Orange, même si Orange en fait une très très grosse partie, presque 70%, ça veut dire que globalement, la France est dans la dynamique de raccordement du très haut débit. Même si effectivement, la révolution numérique va plus vite que le temps du déploiement des réseaux. Je rappelle qu'un réseau, ça se déploie à la main, c'est 25 millions de kilomètres de fibre qui ont déjà été déployés à la main, ça prend un peu de temps. Donc il y a cette première rupture qui est celle des réseaux, et je trouve que globalement, les opérateurs l'ont pris, le gouvernement l'a pris, et nous sommes dans un rythme par rapport aux autres pays et par rapport à la couverture des autres pays tout à fait acceptable. Et je ne compare pas aux Pays-Bas, plat pays, tout petit, très concentré, évidemment, qui est bien devant nous. Mais prenons un pays équivalent en termes de géographie et de topographie. Là aussi, il faut qu'on soit un peu fiers de ce qu'on fait et pas uniquement à toujours regarder, avoir l'impression que personne n'a pris sa part de responsabilité. Ça n'est pas tout à fait vrai. La deuxième étape et phase de rupture, c'est celui, on n'en parle pas beaucoup, de l'équipement. Aujourd'hui, 20%, le taux de pénétration de la fibre, c'est 86%. Et ce taux, il stagne. Ça fait 10 ans qu'il est identique quasiment. Il varie très très peu. Parce qu'au final, les derniers miles, c'est le coût de l'équipement. Ce n'est pas le coût de l'accès uniquement, c'est le coût d'un terminal. Mais ça, aujourd'hui, on le règle à peu près, puisqu'on a une pénétration bien meilleure sur le mobile. Par contre, à domicile, de l'ordinateur et du coût de l'ordinateur. Et ça, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a travaillé d'ailleurs
après plusieurs années d'échecs, de trouver une offre. Nous avons travaillé pendant des années à essayer de trouver une offre qui soit solide sur ce marché et adaptée aux foyers à faible revenu. Nous n'y arrivions pas. Nous avons fini par travailler avec Action Think Tank qui nous a aidés à trouver les voies. Et très honnêtement, je vais vous faire un aveu, on n'a jamais trouvé un constructeur qui nous permette d'avoir des PC à la maison abordables pour des foyers à faible revenu. Et ça fait 4 ans qu'on cherche. Donc on a changé de méthode avec l'aide de l'Action Think Tank, en pensant au final différemment les choses. Et on offre, pour un prix très modeste, au final des terminaux recyclés. Voilà. C'est la solution qu'on a fini par trouver. Mais voilà, là, c'est une étape de rupture. La troisième étape de rupture, et là, elle reprend encore à peu près 20% de la population, c'est celle de l'usage, c'est celle de l'appropriation. C'est ce que certains appellent l'illettrisme numérique, qui met certaines populations soit en difficulté, soit en peur, soit en incapacité, effectivement, de s'approprier cet usage. Et ça, c'est un véritable sujet, évidemment, sur lequel nous travaillons, pas tout seul. Beaucoup d'actions sont menées par Orange, mais elles ne peuvent pas l'être seules. On travaille avec des associations, on travaille avec des collectivités locales aussi qui de plus en plus rentrent dans ces logiques-là. On travaille avec le soutien de la Caisse aussi des dépôts dont on parlait tout à l'heure, parce que là aussi, c'est un sujet à prendre collectivement. Je pense que j'ai beaucoup entendu ce matin les échanges. Moi, il y a juste une remarque que j'ai envie de faire, c'est qu'au final, ces enjeux qu'on a tous devant nous, ils sont tellement colossaux que seul le collectif l'emportera au global. Et que globalement, il va falloir aussi qu'on trouve un peu de collectif et d'harmonie dans nos relations, quelles qu'elles soient. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Deuxième grand enjeu qu'on a pris, celui de l'inclusion, de l'exclusion, et puis évidemment celui de l'empreinte environnementale. Et moi, je voudrais peut-être commencer par vous partager 2 chiffres que nous, on voit monter depuis des années, mais qui évidemment, depuis 10 ans, nous obsèdent. Tous collectivement, tous les opérateurs de télécom dans le monde, tous les réseaux, tous les data centers du monde, tous les consommateurs du monde dont vous faites partie, nous générons le 6e pays le plus consommateur d'énergie. Nous produisons le 7e pays le plus émetteur de CO2. Et effectivement, Philippe, tu as raison de dire que dans la salle aujourd'hui, je pense qu'on y participe quand même tous encore un peu. Et que c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on a pris déjà il y a une dizaine d'années, qui nous amène aujourd'hui à avoir un socle assez solide, pour nous qui a été important, parce que les 2 dernières années, on a véritablement réussi à faire des vrais efforts, malgré l'explosion des usages, de réduction de notre émission de CO2 et surtout de notre consommation électrique, presque 11% au global de l'entreprise, 10% sur nos sites stratégiques, 3% sur nos réseaux. C'est pas énorme et c'est pas suffisant, mais c'est déjà un socle fort qui nous a d'ailleurs permis d'être récompensé par une double certification, ISO 14001, ISO 50001. Derrière cette labellisation, pour nous, ça a été un encouragement. Et c'est un encouragement pour les équipes parce qu'effectivement, on l'a pointé du doigt tout à l'heure. Faire ces efforts-là, ça n'est pas simple. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'émettre moins que de planter des antennes et de ne pas faire attention à sa consommation. C'est plus compliqué de consommer du papier recyclé. C'est plus compliqué de s'occuper du recyclage des terminaux que d'en vendre. Et donc, c'est toute une culture d'entreprise qu'il faut faire bouger, qu'on a commencé à faire bouger. Et pour nous, cette double certification, elle est un levier en interne pour, au-delà de ces jeunes générations qui sont vissées, évidemment, et qui ont cet objectif environnemental vissé au corps, ça nous aide à emmener tout le corps social et tout le corps de l'entreprise à bouger, à changer de méthode de travail, à changer de façon de voir, que ce soit dans le tertiaire et dans notre mode de consommation et de vie dans nos locaux, que ce soit parce qu'on a vendu à nos équipes de vente que globalement les boutiques elles s'éteignent à 22h et que bientôt elles vont s'éteindre à 18h, voilà, et qu'il n'y aura plus de lumière et que vous ne verrez plus en passant devant les boutiques nos formidables terminaux, et bien c'est pas grave, vous les verrez quand il ferait jour, mais au moins on consommera moins. Mais c'est pas simple parce qu'évidemment toutes ces décisions-là, elles heurtent la rentabilité parfois ou les business models, donc il faut aussi en avoir conscience. Mais voilà, on y va pas à pas et on emmène pas à pas l'ensemble du corps social. Moi, j'ai été très heureuse parce que l'année dernière, pour la première fois, et vous le citiez tout à l'heure, effectivement, dans la part variable, c'est-à-dire dans l'intéressement collectif de l'entreprise, nous avons un indicateur de réduction, enfin de maîtrise de consommation électrique. C'est la première fois qu'on l'a fait et on l'a fait avec le soutien de nos organisations syndicales. Ça aussi, c'est important parce que c'est des petits pas qui, certes, ne changent pas la face du monde, mais qui, globalement, nous permettent d'être confiants sur le fait que nous allons, au fur et à mesure, emmener l'entreprise, non pas dans une communication, mais dans une réalité, parce qu'au final, seule la réalité comptera. Le troisième peut-être point que je voudrais mettre en avant, c'est que l'autre responsabilité qu'on a quand on est dirigeant, elle n'est pas simple, et là, elle heurte complètement le business model, c'est celui de cet équilibre dans ce monde qui se révolutionne, où la digitalisation progresse, où l'automatisation progresse, de maintenir l'humain
dans le processus décisionnel. Eh bien, ce n'est pas toujours simple non plus. C'est aussi un sujet sur lequel moi je suis attachée en tant que dirigeante et auquel, j'allais dire, on essaye de travailler en travaillant sur un axe clair qui est celui du quel sera le futur de l'emploi. Comment on va emmener nos équipes à être compétents demain, parce qu'effectivement, on ne le sera plus, potentiellement. Et même les jeunes d'aujourd'hui, les millénials en 35, ils ne seront plus du tout millénials, quand on déploiera la 6G, parce qu'en 35, on déploiera la 6G, je vous le dis, c'est écrit. Donc voilà. Le troisième axe, c'est aussi pour une entreprise de travailler le temps court et le temps long et de se dire au final comment je projette demain, comment je projette l'emploi de demain. Aujourd'hui, Orange, 58%, 57% de notre relation client est déjà gérée en automatique par le digital et néanmoins, nous n'avons jamais eu autant de vendeurs face aux clients. Mais ça nous a obligés à repenser complètement certaines activités, certains métiers, en abandonner, en créer d'autres. Et là aussi, on parlait ce matin de la notion de temps. La notion de temps dans une entreprise, elle est clé. Et on est aujourd'hui pressurisé par les réseaux sociaux, par les médias, par la communication, par la révolution numérique. Et pour moi, je trouve qu'un des sujets qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut aussi se redonner du temps long et il faut aussi se reprojeter dans le futur pour ne pas être uniquement dans des prises de décision court terme. Parce que la pression des cours de bourse qui tombent toutes les 3 minutes aussi sur nos terminaux, parce que la pression qui vient de partout nous oblige, enfin nous amène à oublier qu'une entreprise, c'est du temps long aussi, et que travailler le futur de l'emploi, travailler les compétences de demain, travailler au final le rôle de l'entreprise de demain, c'est clé. Se dire qu'on prend des risques aujourd'hui, et je vais en citer un, je disais tout à l'heure un peu de collectif, je vais vous raconter une petite anecdote pour finir. On a lancé une box il y a à peu près un mois, formidable, une box qui est la première box éco-conçue, c'est-à-dire qu'elle est en 100% plastique recyclé, et puis on a fait un choix qui est de dire que dans cette box, on ne met que les technologies qui aujourd'hui fonctionnent chez nos clients. Et on a fait un choix qui est de dire je n'embarque pas le Wi-Fi 6, que j'aurais très bien pu embarquer. Pourquoi ? Parce que le Wi-Fi 6, il y a 1% des Français qui sont capables de l'utiliser aujourd'hui et il y en aura 4% fin 2020. Or, mettre du Wi-Fi 6, c'était consommer plus d'énergie, émettre plus de CO2. Donc, on a décidé de mettre que du Wi-Fi 5 que vous êtes capable d'utiliser parce que vos terminaux sont adaptés au Wi-Fi 5. La presse en a déduit, et je vous le dis tel quel, que les ingénieurs d'Orange s'endormaient et qu'ils avaient oublié l'innovation. Non, nous n'avons pas oublié l'innovation. Et je le dis avec provocation, on ne l'a pas oublié, on l'a fait. Et c'est très difficile de faire entendre, et néanmoins, moi je suis très fière du travail qu'on a fait, je suis fière de cette box, parce qu'elle est au standard du marché, et elle est même au-dessus du marché, elle est au-dessus de ce que votre équipement est capable de délivrer, mais elle n'anticipe pas 5 ans ou 10 ans avec une émission et une empreinte environnementale qui n'a pas de sens. Donc voilà, quand je parlais de collectif, il va falloir que je fasse le travail auprès de la presse, et particulièrement technologique, donc pas la presse grand public, qui a bien vu ce sujet-là, mais la presse tech, parce qu'au global, la course dans laquelle on est, il y a un moment, peut-être faut-il qu'on arrive collectivement aussi à la maîtriser, et c'est l'intelligence collective pour moi à ce moment-là qui peut-être pourra nous aider. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire ce matin. Merci beaucoup.